Bienvenue dans le podcast Parlons-en, le podcast qui s'intéresse à la vie des jeunes et aux défis auxquels ils sont confrontés. Nous cherchons ainsi à comprendre, soutenir et encourager cette génération montante. Pour ce faire, nous nous entretenons avec des experts et des jeunes sur des sujets brûlants et importants comme la santé mentale, le climat, les crises humanitaires et la pauvreté, des problématiques directement liées aux droits de l'enfant qui méritent une attention particulière. De cette manière, nous donnons la parole aux jeunes et tentons de construire un monde meilleur pour les futures générations. Je vous propose de tenter tout de suite l'expérience Parlons-en. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de Parlons-en, le podcast qui s'intéresse de plus près au quotidien des enfants et des jeunes, dans le but de comprendre, soutenir et encourager leurs revendications. Je m'appelle Laura, je fais partie de l'équipe UNICEF Belgique et aujourd'hui nous allons aborder la question des droits de l'enfant liés à la crise climatique. Et nous aborderons aussi les questions de biodiversité et de pollution avec nos deux jeunes représentants du jour. Face à la crise climatique et environnementale, pourquoi est-il si important de donner la parole aux jeunes ? Pour en parler, je suis aujourd'hui accompagnée de Camille Delaunoy, déléguée ONU pour la biodiversité du Forum des jeunes, et d'Emmanuel Jidissa, jeune activiste et ambassadeur climat pour l'UNICEF RDC, qui nous rejoint en direct de la République démocratique du Congo. Alors c'est parti, et parlons-en. Camille, Emmanuel, bonjour déjà. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avant de commencer, je voulais juste vous demander de nous expliquer comme ça en quelques mots pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'être ici aujourd'hui et peut-être que Camille, on va commencer avec toi. Ouais, ça va. Donc peut-être juste pour me présenter très brièvement, je m'appelle Camille Delaunoy et je suis déléguée ONU Biodiversité au sein du Forum des jeunes. Et en fait, il faut savoir que l'UNICEF et le Forum des jeunes partagent déjà une petite histoire commune, à savoir que ce n'est qu'un exemple, mais par exemple pour la COP28 pour le climat, qui a eu lieu l'année passée, le Forum des jeunes avait participé déjà au sommet des enfants pour le climat qui était organisé par l'UNICEF. Ça, ce n'est qu'un exemple concret, mais de manière générale, le Forum essaye toujours de tenir compte des recommandations et des avis de l'UNICEF dans sa réflexion générale, puisque nous, en tant que jeunes, et quand je parle de jeunes de 16 à 30 ans, nous sommes un peu le prolongement de l'enfance qui est ici représentée par UNICEF. Oui, tout à fait. Et donc, nous essayons vraiment de poursuivre cette collaboration qui est fructueuse et c'est un peu la raison de ma présence ici aujourd'hui. Ok, donc tu te sens un petit peu lié finalement à UNICEF. Oui, bien sûr. Très bien. Et toi, Emmanuel, pourquoi c'est important d'être là aujourd'hui en tant que représentant UNICEF, République démocratique du Congo ? Je suis très content. Et déjà, moi, c'est Emmanuel Jidissa. Je suis jeune ambassadeur de l'UNICEF en RDC. Et je suis vraiment très content d'être là aujourd'hui parce que j'avais encore porté la voix de jeunes congolais. Je partageais tout ce que je fais durant mon parcours avec l'UNICEF. Parce qu'ensemble, on vise l'intérêt des enfants et l'avenir de ces enfants. Et je suis vraiment très content d'être là aujourd'hui. Et je pense qu'on va passer des super bons moments. Oui, j'en doute pas. Et justement, c'est très intéressant d'avoir vos deux expériences parce qu'elles sont assez différentes. Toi, Camille, tu es plutôt basée ici, donc en Belgique. Emmanuel, tu es en RDC. Et justement, ça nous permet de rappeler que la crise climatique, elle est universelle. Mais c'est aussi une crise des droits de l'enfant. Et pour mieux comprendre son impact, je vais juste vous partager quelques chiffres. Donc, il faut savoir que le nombre de catastrophes liées au climat a triplé au cours des 30 dernières années, et ce qui a provoqué des déplacements en masse, puisque des millions de personnes ont dû quitter leur foyer, mais ça a aussi provoqué une grande insécurité alimentaire et d'importantes pénuries d'eau. Et aujourd'hui, environ 1 milliard d'enfants, donc la moitié des 2,2 milliards d'enfants de la planète, vivent actuellement dans l'un des 33 pays classés comme présentant un risque extrêmement élevé aux conséquences du changement climatique. Et c'est vrai que les catastrophes qui sont liées au climat, elles ont un impact sur le droit de la santé des enfants, sur leur droit à la survie, leur droit d'accès à l'eau potable ou de manger sainement. Et elles ont aussi un impact sur leur droit à l'éducation parce qu'actuellement, beaucoup d'enfants ne sont tout simplement pas scolarisés. Et donc, justement, dans ce contexte, la question que je me pose et la question que je vous pose, c'est de savoir, selon vous, comment est-ce que cette crise climatique et environnementale impacte aujourd'hui les jeunes générations ? Et est-ce que vous percevez déjà dans votre vie des conséquences ? On va peut-être commencer par toi, Emmanuel. Est-ce qu'actuellement, tu perçois déjà des conséquences du changement climatique ? Oui, effectivement. Déjà, je vais aussi rappeler que mon pays, la RDC,
est classé en 33e position de ces classements, en 9e position plutôt, de ces 33 pays qui subissent peut-être les effets du changement climatique. Et en RDC, les enfants sont vraiment exposés aux effets du changement climatique. Comme dans le monde, il y a des fortes pluies, il y a la sécheresse, il y a les glissements des terrains, des montées des eaux. Je suis d'ailleurs victime aussi du changement climatique. Avec ma peau, je pense que vous pouvez constater avec mon albinisme, j'ai très peur parce que ça pourrait me causer des cancers et peut-être mourir. Ce sont en fait les conséquences des effets du changement climatique que les enfants sont en train de vivre, parce que ce ne sont pas eux qui ont causé cela, mais ils sont quand même en train de vivre ces effets. Oui, donc c'est vraiment une réalité que tu peux constater quotidiennement et que tu as déjà vécu toi-même au final. Ouais. Ok. Et pour toi, Camille, une situation qui est sans doute considérablement différente de celle d'Emmanuel, mais est-ce que toi aussi, tu remarques déjà des conséquences dans ta propre vie actuellement ? Oui, bien sûr. Bon, moi, évidemment, je vais plutôt parler de mon expérience et de l'expérience des jeunes de Fédération Wallonie-Bruxelles ici en Belgique. Je vais peut-être d'abord commencer par aborder le point qui est le plus médiatisé pour l'instant, qui est celui de l'éco-anxiété. Il faut savoir que nous, en tant que jeunes, en tant qu'enfants, nous n'avons aucune idée de comment sera le monde dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, puisque les conséquences de la crise environnementale se font sur le long terme, entre autres. Et les décisions qui sont prises aujourd'hui auront des effets sur le long terme. Donc, il y a vraiment cette part d'incertitude qui nourrit ce qu'on appelle aujourd'hui, qui est fort médiatisé, c'est-à-dire l'éco-anxiété, qui est vraiment cette peur de l'avenir. On n'a aucune idée de comment on va vivre demain, si ce sera confortable, si ce sera vivable, si ce sera durable. Et ça cause vraiment, l'éco-anxiété, à savoir que dans l'une de nos consultations que nous avons menées auprès des jeunes de Fédération Wallonie-Bruxelles, 41% des jeunes se déclarent éco-anxieux. C'est quand même un chiffre qui est assez significatif, surtout quand on sait ce que ça englobe l'éco-anxiété. Donc déjà, aujourd'hui, la crise environnementale a des conséquences sur notre santé mentale. Après, on parle souvent de santé mentale, mais il y a quand même certaines choses qu'on a du mal aujourd'hui à médiatiser. C'est vraiment l'effet du changement climatique sur l'aggravation des inégalités. Souvent, on parle des inégalités sociales, mais on parle très très peu des inégalités entre les tranches d'âge. Je vais donner un exemple qui est vraiment très concret. Bruxelles est considérée aujourd'hui comme une ville verte. Et c'est vrai que c'est l'une des villes les plus vertes d'Europe. Cependant, quand on analyse un petit peu, comme l'a fait le journal Médor dans l'un de ses derniers numéros, on se rend compte que cette verdure, elle est extrêmement mal répartie sur le territoire bruxellois. Ainsi, 30% des espaces verts que l'on retrouve à Bruxelles sont privés. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment réservés à une classe favorisée, à une population favorisée de Bruxelles. Et lorsqu'on regarde dans les quartiers, dans les communes qui sont plus précarisées, qui sont moins favorisées, qu'on appelle le croissant pauvre à Bruxelles, je pense à des communes comme Saint-Josse-ten-Noode ou Molenbeek-Saint-Jean, là, on voit qu'il y a presque plus d'espaces verts et surtout pas d'espaces verts publics. Le problème, c'est que ces communes qui sont plus précarisées sont aussi des communes qui sont extrêmement jeunes. Que ce soit Saint-Josse ou Molenbeek, on parle d'une moyenne d'âge de 34 ans. Donc, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'enfants, énormément de jeunes qui vivent dans ces quartiers-là où il y a peu d'espaces verts. Et alors, on pourrait penser que oui, les espaces verts, c'est vraiment une question secondaire, une question de confort, que ce n'est vraiment pas la priorité. Pourtant, ce manque d'espaces verts, il a déjà aujourd'hui des effets sur la santé des habitants et donc des nombreux enfants et des nombreux jeunes qui y vivent. Je pense notamment à la qualité de l'air. Aujourd'hui, dans ces communes bruxelloises du croissant pauvre, la qualité de l'air est vraiment très mauvaise. L'air est vraiment chargé notamment en particules fines que les enfants et les jeunes de ces quartiers respirent tous les jours. Et quand on y pense, c'est vraiment dramatique quand on voit que de nombreux jeunes, même en Belgique, quand même un pays riche, mais de nombreux jeunes, de nombreux enfants respirent chaque jour, quotidiennement, un air qui est chargé de polluants, ce qui peut avoir de grandes conséquences sur leur santé, que ce soit aujourd'hui ou même plus tard. Il faut savoir qu'en Belgique, 9000 personnes
meurent chaque année prématurément à cause d'une mauvaise qualité de l'air. Une autre conséquence, c'est notamment lors des canicules, et là on peut faire le lien avec le réchauffement climatique, c'est que la présence d'espaces verts en nombre, en suffisance, permet notamment de filtrer évidemment l'air, le rendre plus pur, mais aussi de créer une espèce de microclimat, c'est-à-dire que ce soit que par l'ombrage du feuillage, mais aussi par l'évapotranspiration des feuilles, la température environnante descend de quelques degrés, l'air est plus frais, ce qui rend la vie plus confortable, plus vivable lors des vagues de chaleur. Eh bien, ces quartiers qui sont totalement bétonnés et qui ne disposent pas d'espace vert, pour la population, c'est quand même beaucoup plus dur parce que l'air est beaucoup plus chaud que dans d'autres quartiers qui disposent de plus d'espace vert. Et donc, la qualité de vie en est quand même fortement amoindrie. Et c'est là qu'on voit qu'on peut vraiment faire des liens entre autres, entre réchauffement climatique et biodiversité, qu'on ne peut pas les traiter en silo, parce que les causes de l'une font les conséquences de l'autre, mais qu'on peut aussi faire des liens avec la jeunesse, parce que ce sont justement ces quartiers qui sont plus précarisés, qui a une plus grande proportion de jeunes, et donc une grande partie des jeunes et d'enfants bruxellois vivent dans ces conditions qui ne sont vraiment pas bonnes. Et c'est très intéressant d'avoir vos deux points de vue parce qu'ils sont à la fois très différents et à la fois très similaires. On remarque en fait que finalement la crise climatique n'a pas de frontières, elle touche tout le monde et elle reste d'ailleurs un peu une crise injuste pour plusieurs raisons. Alors tout d'abord parce que les enfants et les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas contribué à cette crise climatique, mais ce sont pourtant eux qui sont les premiers touchés, comme on peut le remarquer aussi bien en RDC que ici en Belgique. Ensuite, certaines personnes sont dans des situations beaucoup plus vulnérables face au changement climatique par leurs conditions, mais aussi par le fait qu'ils vivent dans des régions qui sont plus sensibles à ces changements. Et c'est par exemple le cas des personnes qui vivent dans la pauvreté, puisque forcément elles ont moins de ressources pour réussir à contrer un petit peu les conséquences de ces changements. C'est également le cas de personnes plus vulnérables porteuses d'un handicap ou des peuples autochtones. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les pays qui, historiquement, ont le moins contribué au changement climatique sont les plus touchés. Et c'est comme tu disais, Emmanuel, c'est le cas notamment de la République démocratique du Congo, qui, comme tu l'as dit très justement, est classée 9e dans l'indice des risques climatiques pour les enfants, alors qu'en comparaison, la Belgique est 145e au classement. Il y a une énorme différence, bien évidemment. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce que la justice climatique exige ? C'est tout simplement que les générations qui ont contribué au problème et donc qui ont pollué le plus prennent leurs responsabilités, finalement. Bon. Ça, c'est dans la théorie. Dans la pratique, c'est sans doute très différent. Et c'est pour ça que je voulais vous demander comment est-ce que vous pensez que les pays ou les individus les plus riches, donc les pays les plus pollueurs, peuvent faire pour réparer cette injustice ? Est-ce que toi, Emmanuel, tu as des idées de comment est-ce qu'on pourrait rétablir une justice à ce niveau-là ? Oui, bien évidemment. Que nous voulons tous, en fait, vivre dans un monde où les effets du changement climatique sont vraiment réduits. Et pour réparer cette injustice, je pense peut-être que les pays pollueurs peuvent d'abord réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et ils doivent aussi financer les reboisements. Ils financent, par exemple, les reboisements et qu'on arrive à replanter encore beaucoup plus d'arbres. Je pense qu'on pourra vraiment préserver encore ces forêts qui absorbent les émissions des gaz à effet de serre. Et troisièmement, je pense que ces pays-là peuvent aussi faire participer aussi les jeunes dans les prises de décisions. Ok, oui, donc pour toi, ces pays-là qu'on va dire plus aisés, qui ont plus d'argent, ont une responsabilité en fait d'engagement, ils doivent agir. Ouais, ils doivent vraiment agir parce que non seulement l'avenir de la Terre est en danger, mais les enfants aussi, parce que ce sont les enfants qui subissent les plus les effets du changement climatique. Et actuellement, on parle soit d'adaptation, soit des résiliences. Et c'est pas tout le monde qui peut s'adapter.
Oui, tout à fait. Et justement, Camille, toi, à un niveau un petit peu plus national, où les conséquences sont un petit peu moins dramatiques qu'en RDC, par exemple, est-ce que tu as en tête des idées de choses que les pays plus riches pourraient faire pour justement contrer cette injustice ? Oui, bien sûr. Je vais peut-être juste revenir un instant sur le niveau international. Il faut savoir que la Belgique a ce qu'on appelle une responsabilité historique en ce qui concerne le changement climatique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que très tôt, lors de la révolution industrielle, la Belgique a pu profiter d'un boom dans l'économie, mais ça a eu comme conséquence que la Belgique a énormément pollué sur son sol, a énormément émis de gaz à effet de serre très tôt, et ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Donc, à cause de cette responsabilité historique, la Belgique se doit, et ça c'est quelque chose que plaide le Forum, elle se doit de financer des fonds pour les pays les plus précaires, des fonds pour l'adaptation et l'atténuation du réchauffement climatique, mais surtout pour l'adaptation du réchauffement climatique, parce que nous, en Belgique, nous disposons de suffisamment de financement pour contrer les effets du changement climatique, mais ce n'est pas forcément le cas des pays du Sud, notamment la RDC, qui ont peut-être besoin d'aide et surtout besoin de financement pour contrer le changement climatique. Et nous, en tant que responsables, nous avons le devoir de financer ces fonds. Un autre point que j'aimerais bien aborder, et là je m'éloigne un peu du réchauffement climatique, mais je vais parler de l'environnement de manière plus globale, c'est un autre exemple qui montre un peu l'hypocrisie des pays du Nord, c'est par exemple l'exportation des pesticides. Il faut savoir que de nombreux pesticides interdits dans l'Union européenne à cause notamment des effets sur la santé ou l'effet sur l'environnement qui sont très graves, sont quand même produits en Union européenne pour être exportés dans les pays du Sud, ce qui est absolument désastreux, dramatique, hypocrite, parce que ce qu'on considère étant comme dangereux dans nos pays en Union européenne, eh ben, on se dit que finalement, dans les autres pays, c'est pas très grave de les exporter. Ce qui, quand même, est horrible quand on y pense. La Belgique, en soi, dans l'Union européenne, est championne des exportations de pesticides interdits hors Union européenne. Et pour, par exemple, donner une solution à ce problème, en 2023, un projet de loi a été adopté par le Parlement pour justement interdire ces exportations, donc Parlement belge, je parle, pour interdire ces exportations de pesticides qui sont interdits déjà sur notre territoire. Cette interdiction doit encore entrer en vigueur, mais au moins elle a déjà été adoptée. Oui, il y a un pas qui a été fait en avant. Un pas a été fait en avant. Le problème, c'est que ça reste juste au niveau belge. Je veux dire, si la production finalement se déplace dans un autre pays européen, on n'avance pas vraiment. Et donc il faudrait vraiment, et ça c'est plutôt mon avis, c'est de avoir une interdiction qui est à l'échelle de l'Union européenne d'exporter des produits qui sont déjà interdits d'utilisation en Union européenne. Ouais. Et enfin, pour un peu plus parler des inégalités qu'on peut retrouver au sein même des pays de l'Union européenne, au sein même de la Belgique, c'est que pour l'instant, que ce soit dans les médias ou dans la sphère politique, les mesures de sensibilité écologiste sont souvent réservées à une certaine partie de la population. Aujourd'hui, quand on parle de mesures écologistes, on parle de voitures électriques, on va parler d'alimentation bio, de voyages à l'international en train. Bref, on demande aux individus de vraiment faire des efforts. Le problème, c'est que ces efforts, ils ont vraiment un coût qui est souvent impayable pour certaines personnes qui vivent même en Belgique. Et c'est comme ça qu'on arrive à une catégorisation, je veux dire, des mesures écolo comme étant ce qu'on appelle bobo ici, c'est-à-dire que seule une partie de la population peut vraiment se le permettre. Et nous, ce qu'on plaide au Forum, c'est vraiment d'inclure toutes les tranches de la population dans les mesures qui sont prises au gouvernement. Aujourd'hui, quand on parle, par exemple, d'interdire certains véhicules, par exemple parce qu'ils émettent trop de gaz à effet de serre, il faut aussi penser aux personnes qui ne peuvent pas se séparer de ces véhicules ou qui ne peuvent pas remplacer ces véhicules parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ce n'est qu'un exemple, mais de manière générale, les mesures
de sensibilité écologiste manque parfois d'inclusivité. Et ça, c'est quelque chose qu'au sein du forum, on aimerait bien mettre en avant. C'est ça, donc finalement mettre en place des mesures qui soient accessibles en fait à l'ensemble. Et juste. En tout cas, on voit avec vous que c'est un sujet d'actualité, ça c'est sûr, un sujet sensible. Et on remarque que les enfants et les jeunes veulent et ont le droit de faire entendre leur voix concernant le climat. C'est un droit universel qui est d'ailleurs inscrit dans la Convention relative aux droits de l'enfant, puisque l'article 12 de cette même convention exige que les opinions des enfants jusqu'à 18 ans soient entendues et prises en considération. Alors, un petit peu de contexte au niveau belge, avant de passer à l'international. La Belgique a signé la déclaration sur les enfants, les jeunes et l'action climatique, et elle s'est donc engagée à faire entendre la voix des jeunes dans les politiques climatiques. Et à notre niveau, UNICEF Belgique a récemment organisé un premier sommet des enfants sur le climat, comme d'ailleurs dans plein d'autres pays. Et à l'issue de cette discussion, nous avons récolté pas mal de témoignages et on avait envie justement de partager une petite citation qui nous paraissait assez parlante, qui est celle-ci. « Nous, les enfants, on a des droits, le droit d'être protégés, le droit d'être écoutés et le droit de grandir dans un environnement sain. Vous, les adultes et les chefs d'État, vous devez nous écouter. » Je trouve cette citation très parlante parce qu'elle atteste aussi du fait que les enfants et les jeunes veulent et peuvent être des acteurs du changement et mettre en place des choses pour faire changer les choses. Et justement, à ce sujet, Emmanuel, on va peut-être commencer par toi. Que font les jeunes concrètement en République démocratique du Congo pour lutter contre le changement climatique? Quelles sont les choses qui sont vraiment mises en place par les jeunes aujourd'hui? Oui, alors en RDC, les jeunes se battent fermement pour lutter contre les changements climatiques. Déjà, je vais prendre un exemple de moi-même, je travaille avec UNICEF depuis 17 ans, mais via à travers une structure de jeunes, enfin des enfants. C'est une structure qui encadre les enfants qui défendent tous les jours leurs droits, ce sont des enfants reporters. Alors, depuis 2017, j'ai commencé à travailler aussi sur les questions climatiques et environnementales depuis que j'avais 9 ans. Et ça montre en fait que cette structure encadre déjà les enfants à partir des 9 ans. En 2021, quand je suis nommé ambassadeur à UNICEF, ce que je porte en fait le voix de jeunes congolais dans différents sommets. Et même si je m'engage vraiment côté de l'UNICEF pour léguer surtout un monde plus écolo pour les futures générations. C'est une lutte qui ne parle personne, ça concerne tout le monde. Oui, tout à fait. Et justement, tu disais que toi, tu étais engagé depuis très très jeune, en fait. Tu sens vraiment que de plus en plus en RDC, les jeunes ont envie de parler, ont envie de s'engager? Oui, ils écrivent des articles, ils descendent sur le terrain, ils font des photos, ils font des plaidoyers. Ces enfants-là font quelque chose, comme je vous l'ai dit. Ils rencontrent des décideurs, ils plaident et ils proposent en fait des solutions, justement parce qu'ils veulent vivre dans un monde où les effets de changement climatique sont limités. Ils veulent partir à l'école comme tous les enfants. Ils veulent être protégés. Ils veulent en fait jouir de leurs droits parce que c'est comme on l'a dit, la crise climatique c'est une crise des droits des enfants. Donc cette crise empêche en fait les enfants à vivre, à jouir de tous leurs droits comme le recommande la Convention relative aux droits de l'enfant. Alors à Kinshasa, les jeunes et les enfants s'engagent vraiment pour lutter contre les changements climatiques. Oui, tout à fait. Et justement, les enfants sont des ambassadeurs du changement et ce serait vraiment dommage et ridicule de mettre leur voix de côté puisqu'ils sont vraiment une plus-value dans les actes de lutte contre le changement climatique. Et je me demandais, pour toi, Camille, à un niveau un petit peu plus national, comment est-ce que le Forum des jeunes fait pour faire entendre la voix des jeunes ici en Belgique en rapport au changement climatique ? Alors, le Forum des jeunes, c'est l'organe de représentation officielle des jeunes de 16 à 30 ans qui vivent en Wallonie et à Bruxelles. Et nos missions, c'est vraiment d'aller à la rencontre de jeunes, de recueillir leur opinion. Ça peut être leur opinion sur des tas de sujets différents. Ça peut vraiment être la justice, l'éducation, l'emploi, l'environnement, bien sûr, même l'alimentation.
on a un souci de représentativité, c'est-à-dire qu'on doit essayer de toucher la plupart des jeunes, la plupart des types de jeunes, d'être représentatif le plus possible et aussi atteindre un certain minimum de participants. Une fois qu'on a recueilli les avis, on rédige un rapport, on rédige un avis qu'on associe à un plaidoyer du forum pour des mesures concrètes pour améliorer le quotidien des jeunes. Et ensuite, on va dans les médias, on va dans la sphère politique pour essayer de relayer la voix des jeunes où elle est malheureusement trop peu représentée. Ça, nous le faisons notamment sur les questions environnementales. Il faut savoir que tous les membres du Forum des jeunes sont des jeunes bénévoles. Pourquoi jeunes ? Parce qu'on considère que les jeunes sont experts de leur vécu et qu'ils ont une certaine légitimité. Ça, c'est un problème qu'on rencontre très souvent lorsqu'on rencontre nos jeunes, c'est qu'ils ne se sentent pas légitimes, ils sont tellement peu habitués à ce qu'on leur demande leur avis qu'une fois qu'on leur demande, en fait, ils hésitent et ils ont l'impression qu'ils n'ont rien à dire. Alors qu'au contraire, nous, on considère qu'ils savent ce qu'est être jeune et qu'on devrait leur poser leurs questions. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet qui te concerne directement, toi, en tant que jeune ? C'est pour ça qu'on parle vraiment qu'ils sont experts de leur vécu. Et une des choses que l'on plaide au forum, c'est justement qu'on les intègre plus dans les processus de participation. En ce qui concerne la crise environnementale, le Forum des jeunes participe au programme des jeunes délégués ONU. Donc les jeunes délégués ONU, c'est quoi ? Ce sont des jeunes, des membres qui vont participer à l'international à des conférences de l'ONU pour relayer la voix des jeunes de leur pays. Ainsi, par exemple, je suis moi-même jeune déléguée ONU pour la biodiversité et ma mission, c'est notamment, en plus des autres missions du Forum, c'est de participer à la COP28 de la biodiversité qui aura lieu cette année à Cali pour pouvoir vraiment relayer l'opinion des jeunes sur les questions de biodiversité et de crise du vivant en général. Et au sein du Forum des jeunes, justement, est-ce que vous avez déjà ressenti un impact positif sur le fait d'essayer de relayer la voix des enfants un petit peu plus haut dans les institutions ? Oui, bien sûr. Déjà, tout simplement, on parle des jeunes et on en parle mieux. Et de plus en plus. Et de plus en plus. On a toujours parlé des jeunes, mais le problème, c'est que c'était des personnes parfois qui n'étaient plus jeunes qui parlaient des jeunes et qui parlaient plus de leur impression des jeunes ou leur vision de la jeunesse qui parfois était assez négative plutôt que de demander aux premiers concernés. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est justement, quand on parle de jeunesse, d'inciter, que ce soit les médias ou les politiques, de s'adresser aux jeunes eux-mêmes et de demander l'opinion des jeunes eux-mêmes. Et puis aussi, au niveau politique, ce qui change, c'est qu'on voit de plus en plus que certains points de nos plaidoyers, de certains points d'attention que nous avons mis au devant de la scène, sont repris par les politiques, sont repris par certains partis dans les programmes, parfois sont même repris dans les parlements. On parle de nous, on prend nos chiffres, on prend nos expériences, nos consultations en compte et on les utilise dans l'élaboration de certaines réflexions politiques. Ça s'est notamment vu à la sortie du Covid, où il y a eu un plan wallon pour la santé mentale liée aux jeunes et de nombreux points qui avaient été mis en avant par le forum ont été pris en compte. Donc là, on l'a très très clairement vu à quel point le forum pouvait remettre vraiment l'avis des jeunes sur le devant de la scène, le mettre sous la lumière de manière positive et constructive. Oui, donc on voit qu'il y a de plus en plus d'initiatives, que ce soit ici ou en RDC, comme tu expliquais, Emmanuel. Mais de toute façon, c'est une problématique qui, heureusement, fait de plus en plus de bruit. Et dans le contexte actuel, on entend aussi beaucoup parler d'éco-anxiété. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Camille. Juste pour la petite définition, et c'est le dernier point qu'on va aborder aujourd'hui dans l'épisode de notre podcast. Donc pour la définition, une éco-anxieuse ou un éco-anxieux, c'est une personne qui développe une inquiétude face aux catastrophes écologiques. Donc tout ce qui touche dérèglement climatique, perte de la biodiversité, pollution, déforestation. Et il faut savoir qu'au niveau mondial, 59% des enfants, donc
plus de la moitié, largement plus de la moitié, se disent très, voire extrêmement préoccupés par le changement climatique. Alors, à côté de ça, on entend aussi dire que l'inquiétude, ça peut être un moteur de changement, finalement. Et on va juste commencer par toi, Camille, puisque tu en parlais tout à l'heure. Comment est-ce que tu penses qu'il est possible de transformer cette peur ou cette anxiété que les jeunes peuvent avoir au quotidien en quelque chose de constructif, de positif? Et quelle est ton expérience par rapport à ça? Tout d'abord, je crois que la première chose qui est importante de faire, c'est d'écouter les jeunes et de prendre leur avis en compte. L'une des causes de l'éco-anxiété, c'est justement cette espèce d'impuissance, cette incertitude et cette impression qu'on ne nous écoute pas, nous, en tant que jeunes. Et ça, c'est évidemment quelque chose que nous, au Forum, nous plaidons, c'est vraiment d'écouter les jeunes, pas simplement les entendre, mais vraiment de les écouter et de les inclure dans les différents processus participatifs, les processus démocratiques, que vraiment notre voix compte, parce que finalement, dans 30 ans, dans 40 ans, c'est nous, les jeunes d'aujourd'hui, qui vivrons demain, qui vivrons les conséquences des décisions prises ou pas prises aujourd'hui. Et donc, ça paraît totalement légitime que nous ayons notre mot à dire là-dessus. Et ça, je crois que déjà, cette impression d'être écouté pourrait déjà rendre, soulager vraiment les jeunes par rapport à ça. Ensuite, une des causes de l'éco-anxiété, c'est l'incertitude, mais aussi parfois cette impression de ne pas savoir assez, de ne pas connaître les solutions. Ça, c'est vraiment un gros point du forum, on essaie vraiment de pousser pour une véritable éducation relative à l'environnement. Donc, tu as dit des chiffres, beaucoup de jeunes se sentent vraiment très préoccupés par l'environnement et pourtant, cet aspect n'est vraiment pas assez abordé, en particulier lors de l'éducation obligatoire à l'école. Et 91% des jeunes que nous avions consultés voudraient avoir plus d'éducation relative à l'environnement. Souvent, on a l'impression que les jeunes sont informés par rapport au changement climatique, à la crise du vivant, mais en fait, ils ont une vue globale, très vague de ce qui se passe. Ils savent que ce qui va arriver, ça sent pas bon, on va dire. Mais dès qu'on va dans les détails, ça devient beaucoup plus compliqué. Et les jeunes ont du mal à connaître les causes, les conséquences de la crise du vivant et surtout les liens entre les différentes crises. Trop souvent, quand on aborde la crise du vivant, on l'aborde en silo. On va parler du changement climatique de manière isolée, par exemple, mais on ne va jamais faire les liens avec la crise, les pénuries de nourriture, par exemple, les migrations, la santé ou les différentes guerres. Et ça, c'est vraiment quelque chose que les jeunes voudraient connaître, c'est l'interconnexion entre les différentes crises. Et c'est vraiment par cette connaissance qu'on pourra trouver les solutions, en fait, au changement climatique, à la crise du vivant. Tant qu'on reste dans l'ignorance, tant qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre le problème de bout en bout, on ne trouvera pas les solutions ou pas les bonnes. Et trouver les solutions, évidemment, ça pourrait permettre de redonner un élan d'espoir et vraiment de contrer cette éco-anxiété qui parfois est assez paralysante. Et si je peux ajouter quelque chose d'un peu plus personnel, peut-être, mais là, ça tient vraiment à moi, je crois que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est continuer à s'émerveiller. Personnellement, moi, quand je me sens pas bien, quand j'ai trop de mauvaises nouvelles qui me tombent dessus et que ma tête est assez noire et pleine de nuages, moi, j'essaie de revenir sur le vivant, revenir sur l'émerveillement, revenir sur ce moteur qui me pousse à avancer. Moi, personnellement, ça va être les documentaires animaliers parce que je trouve que la vie est magnifique, elle est fascinante et ça me donne vraiment la motivation d'avancer. Je vais donner un exemple, c'est par exemple les fonds marins. On connaît extrêmement peu les fonds marins. Et une des dernières missions d'une agence de recherche chilienne a pu mettre au jour une centaine de nouvelles espèces dans les fonds marins dont nous n'avions absolument pas connaissance de l'existence. Et ça, en soi, c'est fascinant. Et ça, c'est très personnel, mais ça, c'est mon moteur à moi. C'est ça qui me permet d'aller au-delà de cette paralysie de l'éco-anxiété qui m'a pourtant touchée il y a quelques années, mais qui me permet de me battre, c'est d'avoir cet aspect positif qui, pour moi, est l'émerveillement face au vivant. C'est ça, et voir qu'il y a encore du positif et qu'il y a des choses qui avancent malgré le contexte. Oui, bien sûr, bien sûr. Et pour toi, Emmanuel, qu'est-ce que tu penses de tout ça, du fait d'avoir vraiment de l'anxiété, du stress par rapport à la crise climatique? Est-ce que
Toi, c'est quelque chose qui t'a touché. Est-ce que toi, ça t'a donné envie ou la motivation d'agir? En fait, pour quelles raisons, finalement, est-ce que tu t'es dit, OK, j'ai envie d'avoir un impact, j'ai envie de faire partie du changement? C'est quand je vois, au fait, que notre espèce est en voie de disparition. Et c'est comme ça que je m'étais vraiment décidé de m'engager aux côtés de l'UNICEF pour vraiment lutter contre les changements climatiques. Des fois, je me questionne vraiment dans quel monde Emmanuel Judith vivra dans 50 ans. Et moi, j'aimerais vivre dans un monde où les effets du changement climatique sont vraiment limités, dans un monde où peut-être il y a plus exposé aux vagues de chaleur. Et c'est peut-être ça qui motive aussi beaucoup plus de jeunes à s'engager vraiment pour lutter contre les changements climatiques. Mais aussi la plus grande inquiétude, c'est vraiment de savoir quel monde allons-nous léguer aux futures générations, parce que le monde en vue aujourd'hui, c'est un monde qui nous a été légué par nos pères. Donc, je dirais peut-être qu'ils ont failli à aller en mission, mais nous, par contre, on doit réussir et léguer un monde plus écolo, un monde plus vert, un monde plus durable pour les prochaines générations. En tout cas, vous avez tous les deux des discours pleins d'espoir et ça fait plaisir, c'est très touchant à entendre. Et je pense que c'est une belle conclusion pour terminer cet échange. C'est la parfaite conclusion en fait même. Merci Camille, merci Emmanuel Laura pour cet échange. Et on était ravis de vous avoir parmi nous. J'espère que vous vous êtes sentis un petit peu comme chez vous et en tout cas écoutés aussi, c'était le principal. Merci. Merci. Les points principaux à retenir à la suite de cet échange sont donc que la crise climatique est une crise des droits de l'enfant, puisqu'ils sont les premiers à en ressentir les conséquences. C'est une crise inégale et injuste. Les pays, les industries et les individus qui, historiquement, étaient les plus grands pollueurs doivent assumer leurs responsabilités. Il est important d'écouter les revendications des enfants et des jeunes. C'est leur droit, mais c'est aussi leur avenir. Et enfin, l'angoisse liée à la question climatique peut être un levier d'action pour faire bouger les choses et peut-être se sentir un petit peu mieux. Merci d'avoir écouté ou visionné ce deuxième épisode de Parlons-en concernant l'impact de la crise climatique sur les droits de l'enfant. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou à en parler autour de vous. Je vous dis à très bientôt. Cet épisode a été réalisé avec le soutien de la Direction Générale Coopération au Développement et Aide Humanitaire.